Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du dimanche 23 mars 2025 et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Dans les actualités de ce jour, la gendarmerie camerounaise a démantelé un réseau de trafic d'êtres humains à Yaoundé vendredi dernier. Les gendarmes ont libéré 13 jeunes originaires de Madagascar et de la République démocratique de Congo qui étaient retenus captifs dans un domicile privé au quartier Nkomo à Yaoundé, au Cameroun. Selon les informations que nous avons reçues, un dialogue entre les ministères des Affaires étrangères malgaches et camerounais concernant cette situation a déjà eu lieu et l'on sait que les malgaches sont sous traitement actuellement et sont sains et saufs. Plus de détails avec Mervoulat Sfiran. 13 jeunes femmes originaires de Madagascar et de la République démocratique du Congo ont été retenues captives dans un domicile privé au quartier Nkomo à Yaoundé, Cameroun. 7 d'entre elles sont des malgaches, si les 6 restantes sont des congolaises selon les informations. Ce réseau a été démantelé par la gendarmerie camerounaise vendredi. Et selon les médias camerounais, la stratégie de ces trafiquants d'êtres humains est bien planifiée. Une offre d'emploi intéressante a été lancée sur les réseaux sociaux avec la promesse d'un salaire élevé. Ces femmes sont donc attirées pour aller au Cameroun. À leur arrivée à Yaoundé, elles ont été accueillies par ce qu'elles pensaient être leurs employeurs. Cependant, il n'y avait pas d'entretien d'embauche comme ce qui a été convenu, mais elles ont été détenues dans une maison du village de Nkomo. Les perspectives d'emploi se sont donc transformées en cauchemar pour ces jeunes femmes. Selon toujours les médias camerounais, certaines de ces femmes sont détenues dans cette maison depuis octobre 2024 et y ont été incarcérées dans des conditions inhumaines. Les gendarmes du Cameroun ont déclaré que certains malgaches sont arrivés par la mer tandis que d'autres Congolais sont arrivés par voie terrestre. Une de ces détenues malgaches a appelé son ami à Madagascar et ce malgache a à son tour appelé à l'aide à son ami vivant au Cameroun. Et c'est ce dernier qui s'est immédiatement chargé de diffuser la nouvelle. Les gendarmes ont ainsi pu surveiller et ouvrir une enquête et retrouver le lieu où étaient incarcérées les femmes enlevées. Après une enquête de la gendarmerie camerounaise, 3 personnes ont été interpellées dans cette affaire de traite d'êtres humains. Selon les sources fiables que nous avons reçues, des discussions sont déjà en cours entre les ministres des Affaires étrangères malgaches et camerounais. Ces malgaches sont déjà soignés et se trouvent dans un lieu sûr et sécurisé actuellement. Des informations officielles concernant cette affaire sont donc attendues. Poursuivant dans la partie sud de Madagascar, la ministre de la Population et de la Solidarité, Razafindatou Aurélie, et le ministre de l'Intérieur qui représentait le gouvernement ont apporté divers soutiens à 1533 sinistrés dans les districts d'Ambouassar et d'Ambouvbé, région d'Andjoui, vendredi dernier. La ministre de la Population est en train de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour rendre autonomes les femmes issues de ces 2 régions en créant des moyens de subsistance durable. Félan Rakoutersoul nous en dit plus. De la nourriture et des produits de première nécessité, tels que du riz, de l'huile, des légumineux, des produits d'hygiène et de nettoyage, tels que des gobelets, des seaux, du savon, ont été distribués vendredi à 498 ménages sinistrés du district Ambouassar-Atsim et à 650 ménages sinistrés du district Ambouvbé, région d'Andjoui, et du Fukuntagne d'Ambnanbé à Dolanor. Des aides gouvernementales distribuées par le ministère de la Population et de la Solidarité aux victimes des inondations provoquées par le passage du cyclone Jude récemment dans ces localités. Afin de restaurer les moyens de subsistance des femmes de la région d'Andjoui et de les rendre autonomes, une attention particulière a été accordée aux compétences des femmes au sein des associations. Elles ont donc été encouragées à établir des projets de manière à ce que le gouvernement, à travers le ministère de la Population, leur apporte du soutien pour leur mise en œuvre. La ministre de la Population et de la Solidarité a exhorté les habitants à toujours se tenir au courant de l'actualité afin de prévenir les incidents en cas de mauvais temps. Ensuite, plus de 2000 personnes âgées issues des districts de Fianarantsoa et Lalangine ont bénéficié depuis vendredi d'une aide alimentaire et de produits de première nécessité de la part du gouvernement à travers le ministère de la Population et de la Solidarité. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du capital humain conformément à la politique générale de l'État. Les détails toujours avec Félan Rakoutersoul.
Dans le cadre de la promotion du capital humain, le ministère de la Population et de la Solidarité a apporté un soutien aux personnes vulnérables et âgées dans la commune de Fianarantsoa, commune rurale d'Ivouamp, Tindamp et Yalananinj dans le district de la Languine depuis vendredi. Des produits de première nécessité tels que du riz, de l'huile, du sel, du café, du maïs et bien d'autres ont été distribués à plus de 2000 personnes âgées à cette occasion. Les 5 districts, notamment Ambalavao, Ambuimasu, Ikalamavoun, Isanj et Vuibat, dans la région Matia-Chamboun, bénéficieront également de telles distributions, selon les informations. Et la remise d'écharpes aux 91 maires nouvellement élus dans la région Haute-Matiach s'est tenue officiellement vendredi à la mairie de Tianulnju, région de Haute-Matiach, un moment durant lequel ces maires ont montré leur détermination et leur solidarité pour développer cette région. Félan Rakoutarsoul. Vendredi a eu lieu la cérémonie officielle de remise d'écharpes aux 91 maires nouvellement élus de la région Haute-Matiach. La ministre de l'Éducation nationale, Saoundjar Malala Marie Michel, en tant que ministre coach de la région, a souligné l'importance du travail des maires pour la décentralisation, du fait qu'ils sont en contact direct avec la population. Elle a également souligné la nécessité pour les maires de travailler ensemble pour le développement du pays. Le succès s'obtient grâce à la coopération de tous, a-t-elle déclaré. Outre la cérémonie officielle d'installation des maires, la région a également remis aux maires le plan régional de développement. Des ministres, des sénateurs ainsi que de nombreux dignitaires ont assisté à cette cérémonie. Et dans la partie nord de Madagascar, le gouverneur de la région, Diana Tassiano Rakountmang, a offert vendredi l'iftar aux croyants musulmans de 15 mosquées d'Antsiran. Le mois du Ramadan est une période pour renforcer les relations avec les autres à travers le partage des cadeaux et de nourriture. Iftar, le 31 mars, les musulmans célébreront l'Eid el-Fitr, la fin du mois de Ramadan qui est un jour chômé payé à Madagascar. Les détails avec Mervoulet Ferran. 15 mosquées d'Antsiran se sont vues offrir l'iftar en ce mois de Ramadan vendredi dernier par le gouverneur Tassiano Rakountmang, accompagné de ses collègues. Du riz, de la farine, du sucre et de l'huile ont été ainsi distribués. Des représentants de chaque mosquée ont récupéré ces iftars. L'iftar est un événement annuel dans la région de Diana et les musulmans de la région le célèbrent chaque année, surtout en ce mois sacré. De plus, c'est un acte de générosité et d'action de grâce. Le mois de Ramadan est une période pour les musulmans de s'engager dans le service et la charité et cet événement est donc très important pour la région. Après l'iftar, un douane avait eu lieu selon la pratique des croyants musulmans. Et place maintenant aux actualités internationales. Le pape François a pu sortir de l'hôpital après 5 semaines d'hospitalisation due à une double pneumonie. Le souverain pontife doit entamer une convalescence d'au moins 2 mois d'après les informations. Il est apparu face à la foule pour la première fois depuis des semaines ce dimanche 23 mars. À l'occasion de sa prière de l'Angélus, il a exigé la fin des frappes israéliennes sur Gaza. Reportage sur les images de France 24. Signe de la main à la foule qui l'acclame au pied de l'hôpital. Le pape François, fidèle à lui-même, les encourage et ne peut s'empêcher une plaisanterie. Merci à tous. Oh, je vois cette dame avec les fleurs jaunes. Bravo. Affaibli, mais guéri, c'est sa première apparition en 39 jours d'hospitalisation. Cette famille venue d'Île-de-France garde les yeux rivés sur le balcon. Une immense joie et beaucoup d'émotions de vivre ça en famille et de recevoir la bénédiction avec nos 3 enfants. C'est incroyable parce que la chance qu'on a eue, parce qu'il n'est pas sorti des pommes au mois de février, je crois. Donc voilà, c'est très bien. Hier, les médecins sont apparus souriants mais prudents. Ils prescrivent au pape au moins 2 mois de repos strict dans sa résidence de Sainte-Marthe au Vatican. Dans l'immédiat, le pape ne pourra pas reprendre ses activités normales. Il ne pourra pas participer à de grandes réunions. Nous l'y autoriserons après la convalescence si nous constatons des améliorations de son état de santé. Au Vatican, c'est l'interrogation.
À quel point le pape pourra-t-il assumer sa fonction? Pourra-t-il accueillir le roi Charles III début avril comme prévu? Sur la place Saint-Pierre, les fidèles gardent espoir de le voir diriger la messe de Pâques dans moins d'un mois. Peut-être. Si les médecins lui donnent l'accord, on compte bien voir le pape à la fenêtre. C'est le jubilé de l'espérance après tout, donc on y croit. Le pape a un certain âge, mais il est encore en jambes. Ce retour au Vatican dans les prochaines heures amorce la fin du plus grave épisode de santé connu par le pape François. Ensuite, le maire de Kiev dénonce une attaque russe massive contre la capitale ukrainienne qui a fait au moins 3 morts. La Russie, de son côté, dit attendre quelques progrès ukrainiens lors de négociations ce lundi avec les Américains en Arabie Saoudite. France 24. Entre les différentes offensives, les deux camps se préparent aux négociations. Autour de la table, des envoyés ukrainiens et russes reçus chacun de leur côté par les Américains. Donald Trump met la pression pour un cessez-le-feu complet. Zelensky est d'accord, Poutine hésite, à cause notamment de la présence de forces ukrainiennes dans la région frontalière de Koursk. La Russie multiplie les conditions et espère tout de même des progrès ce lundi. Poutine n'a pas de marche arrière, mais par contre il sait très bien s'arrêter quand il voit qu'il y a plus fort que lui en face. Tout va reposer dans la discussion avec Poutine sur la manière dont Trump va lui montrer que maintenant ça suffit. Les pourparlers en Arabie Saoudite devraient se concentrer sur les aspects techniques d'une trêve. Dans ces discussions, les Européens sont absents. L'Europe, pour l'instant, elle est sur le trapontin, elle regarde. On ne leur demande pas vraiment leur avis aux Européens. On leur dit qu'il faudrait que ça soit comme ça. Mais les Européens, ils n'ont pas non plus envie de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ils sont en train de l'exprimer. Donc, elle arrive, l'Europe, à s'exprimer. Elle arrive peut-être à influencer un petit peu le cours, mais pour l'instant, elle n'est pas à la table des négociations. Emmanuel Macron a décidé de convoquer un nouveau sommet ce jeudi à Paris, en présence du président ukrainien et des alliés de Kiev, pour garantir la sécurité de l'Ukraine dans le cadre d'une éventuelle paix. Et en Turquie, le tribunal a ordonné l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, qui avait été arrêté mercredi pour corruption et terrorisme. Reportage sur les images de France 24. Effectivement, en tout cas ici on continue à se mobiliser. Aujourd'hui un vote est prévu et comme vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde qui se sont présentés. Je suis dans un quartier qui est acquis à l'opposition, mais c'est vrai que les rues sont noires de monde, il y a des slogans qui sont lancés et derrière moi les Turcs votent. Il y a 2 votes qui sont organisés. Ce sont d'abord les primaires qui étaient organisées à l'initiale et elles ont été maintenues. Ce vote de primaire, c'est pour définir Ekrem İmamoğlu comme le prochain candidat aux élections présidentielles. Et en réaction à cette arrestation, il y a aussi un vote de soutien qui a été créé. Donc même les non-membres du JEP peuvent voter aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui autant de personnes dans la rue. Et ensuite, la consigne a été donnée en fait de venir d'abord voter, puis de se rassembler devant la mairie. Et ce, comme vous l'avez dit, malgré la répression qui a déjà eu lieu ces derniers jours et malgré les interdictions de manifester. Alors ici, on se mobilise bien sûr contre l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu et contre sa mise en détention. Mais cela va au-delà de ça. C'est comme vous l'avez dit, c'est une nouvelle phase pour la Turquie. Ici, on se mobilise pour la démocratie et pour le respect de l'état de droit. Effectivement, d'abord, il faudra attendre un procès dont l'issue est incertaine. Et puis, il faut dire que avant même d'avoir été arrêté mercredi, mardi, son diplôme universitaire a été annulé. Et en l'occurrence, en Turquie, sans diplôme universitaire, on ne peut pas se présenter à une élection présidentielle. Donc, c'était déjà en fait un obstacle pour cette élection. On peut faire un parallèle avec l'histoire politique plus ou moins récente de la Turquie, puisqu'en fait, Recep Tayyip Erdoğan, l'actuel président de la Turquie, avait lui aussi été arrêté et mis en prison pendant quelques temps avant son élection. En tout cas, ici, avant l'avenir du pays, bien sûr l'avenir du pays est en question, et l'avenir aussi de la ville. Normalement, puisque Ekrem İmamoğlu va avoir un procès pour l'affaire de corruption, le JEP devrait pouvoir garder la ville sous sa tutelle. Donc la ville, l'AKP, le gouvernement ne va pas nommer normalement quelqu'un à sa place. Voilà. Donc, comme on l'a dit, la Turquie rentre dans une phase sombre de son histoire, dont l'issue est encore incertaine. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé « Mes fautes ». Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.